Salut les champions, salut les championnes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe de France. La Coupe de France, qu'est-ce qu'on l'aime, elle est si particulière, le football folklorique, l'histoire de la Coupe de France, les nombreux exploits qu'on a pu y voir. Si vous êtes amateur et que vous jouez au foot en club, vous pouvez peut-être le savoir, mais les fameux maillots qu'on obtient au 4e tour de la Coupe de France. Ah, la Coupe de France, quel plaisir! Cette tradition inventée selon l'historien américain Hobsbawm, participant à la construction de la nation à travers un imaginaire collectif théorisé par Benedict Anderson, dans lequel les citoyens qui ne peuvent tous se connaître ressentent communément leur appartenance à un groupe, ici à un peuple, autour du football. La Coupe de France est une compétition qui réunit autour d'un objectif: remporter ce trophée de 19 kilos. Tous les clubs peuvent participer à cette coupe, c'est ce qui fait son charme. Les finales sont des manifestations particulières de cette compétition si singulière dans un stade rempli, le Stade de France en l'occurrence. Depuis 1998, deux camps de supporters s'opposent dans les tribunes et se répondent au jeu du qui chantera le plus fort. On va donc remonter l'histoire de la Coupe de France à travers 12 finales marquantes. On a vu jusqu'à ce jour 105 éditions de la Coupe de France depuis 1917. Auparavant, elle s'appelait la Coupe Charles-Simon. Elle a été créée par Henri Delaunay en hommage à son prédécesseur à la tête de l'instance nationale du football, qui n'était pas encore la Fédération française de football, mort pendant la guerre en reprenant le principe de la FA Cup, donc cette Coupe de France, qui a eu lieu même pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des conditions particulières, bien sûr. On connaît la division entre la France occupée et la France libre. Et on va tout de suite commencer sans plus tarder avec la première finale de la Coupe de France. Alors la première finale de la Coupe de France, c'est la seule finale qui a eu lieu au stade de la rue Olivier de Serres dans le 15e arrondissement de Paris. A noter que les 104 finales se sont toutes disputées à Paris dans 7 stades différents au cours de l'histoire. Oui, 104 finales et pas 105 car il y a eu une finale annulée, on le verra plus tard. Cette première finale de la Coupe de France en 1918, donc pendant la Première Guerre mondiale, voit l'Olympique de Pantin fusionner depuis 1926 avec le Red Star Club pour créer le Red Star Football Club, qui évolue aujourd'hui en national, entraîné par Habib Beye, affronter le FC Lyon, qui existe encore sous le même nom aujourd'hui, mais qui évolue en Régional 1. Et donc le FC Lyon n'avait pas à disposition son gardien, Monsieur Muti, qui était sur le front et qui est décédé le jour de la finale. L'Olympique de Pantin est le premier vainqueur de la Coupe Charles-Simon. C'était le meilleur des 48 clubs participants à l'époque à cette première édition. En 2018, 100 ans après cette finale, ils ont refait le match et ça s'est soldé sur le score de 4 buts partout. Deuxième finale maintenant, la première victoire donc pour un club de province. Il faut attendre 1924 pour que l'Olympique de Marseille soit le premier club de province à remporter la coupe et mettre fin à l'hégémonie des clubs parisiens. Dernière des 4 finales au stade Pershing, un stade auparavant composé de 30 000 places dans le bois de Vincennes, fondé par les Américains, aujourd'hui non loin de l'INSEP. Victoire de l'OM donc en prolongation, 2-1 face au FC7, évoluant aujourd'hui en national. Marseille la remportera 10 fois avec des images symboliques. On pense notamment à la bise de Jean-Pierre Papin avec François Mitterrand en 1989 après son triplé, la victoire 4-3 face à l'AS Monaco lors de la remise de la coupe, mais aussi en 1991 lors de sa défaite contre le même adversaire. Le premier président maintenant à avoir une finale. Le président a une place à part dans les finales de Coupe de France, et ce dès 1927 avec le match entre l'US Quevilly et l'Olympique de Marseille. Gaston Doumergue est le premier président à assister à une finale et fait de la Coupe de France un rituel républicain. Cette finale se déroule au stade olympique Yves du Manoir de Colombes, stade mythique accueillant 40 finales de cette compétition. L'US Quevilly dispute sa première finale, le club évoluant actuellement en Ligue 2 sous le nom de Quevilly-Rouen Métropole s'incline 3-0 face à l'Olympique de Marseille. L'unique derby entre deux clubs d'une même ville hors Paris est aussi la première finale entre des professionnels et des amateurs. Elle a été remportée par des professionnels. En 1933, deux clubs de la ville de Roubaix s'opposent, l'Excelsior AC, devenu professionnel
par choix après création d'une ligue professionnelle, et le RC Roubaix, resté amateur. Tous deux disparus aujourd'hui, ce sont les professionnels donc de l'Excelsior AC qui se sont imposés 3-1. On a également, suite à cette distinction entre professionnels et amateurs qui peuvent s'affronter, la création de la figure du Petit Poucet, petit à petit dans la presse. Le Petit Poucet, c'est le petit club qui doit vaincre le grand, l'image du David contre le Goliath, où les amateurs n'ont pas les mêmes dispositions que les professionnels. Ils ont un métier à côté, des conditions d'entraînement beaucoup moins bonnes que des professionnels pour lesquels c'est leur métier. Cette image du Petit Poucet est symbolisée par un ancien club d'Alger en 1957. À l'époque, les pays d'Afrique du Nord colonisés par la France pouvaient disputer la Coupe de France. En 1957, l'inconnu du SCU El Biar, évoluant en division d'honneur d'Alger, élimine le Grand Reims, le Grand Stade de Reims, club de division 1, finaliste de la Coupe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des champions la saison précédente. En 1979, la Coupe de France lance des carrières, et lance en particulier la carrière de Giroud, dorénavant au Parc des Princes rénové devant 46 000 personnes. Giroud emmène les amateurs d'Auxerre, alors en deuxième division, en finale. Il s'incline 4-1 en prolongation face à Nantes, du capitaine Henri Michel, notamment grâce aux 3 buts d'Éric Pécou. Cette finale permet de mettre en avant l'équipe bourguignonne. Aboutissement pour Giroud en 1994, 3-0 contre Montpellier avec des joueurs comme Gérald Baticle, l'entraîneur d'Angers, buteur lors de ce match, Corentin Martins, actuel sélectionneur de la Libye, ou encore le gardien Lionel Charbonnier, vainqueur de la Coupe du Monde 1998 également. Louis Nicolin fait même une haie d'honneur pour saluer son collègue Giroud et l'équipe auxerroise. Giroud avec Auxerre devient le coach le plus titré en Coupe de France avec 4 titres. Une finale à suspense maintenant en 1982 avec celle du premier titre du Paris Saint-Germain. Avant d'en avoir 14 bien sûr et d'être l'équipe la plus titrée de la compétition, le PSG s'impose une première fois chez lui au Parc dans la douleur contre l'AS Saint-Etienne dans un scénario complètement fou. Un but partout en prolongation. Platini donne l'avantage aux Verts avant que l'ex-ange vert Dominique Rocheteau n'égalise pour le Paris Saint-Germain, laissant libérer la clameur du parc et laissant également les supporters envahir le terrain. Un envahissement marqué par le geste du président du club, Francis Borelli, venu embrasser la pelouse. Le match est arrêté quelques minutes avant les tirs au but, ce qui déplaît fortement à Platini, alors à Saint-Etienne. Le PSG s'imposera donc au tir au but, après 6 tirs au but tirés de chaque côté. La première finale qui n'est pas une finale maintenant, le 5 mai 1992. Pas de finale donc, suite à la catastrophe de Furani, le grand OM de Bernard Tapie, finaliste de la Coupe des clubs champions européens l'année passée, se déplace à Bastia pour la demi-finale de la Coupe de France au stade Armand Césari. Les dirigeants bastiais décident de raser la tribune Papy de 750 places pour en construire une provisoire de 9000 places pour pouvoir accueillir la rencontre, attirer plus de personnes et surtout plus de recettes bien sûr. Ils avaient la possibilité d'augmenter les tarifs de 75% et en plus les recettes déclarées ont été inférieures à celles vraiment perçues par le club, donc une certaine fraude autour de cette tribune. Les travaux sont remis en cause, il y a eu une grève des docks à Marseille, l'absence de permis de démolir la tribune Claude Papy et les places sont tout de même vendues. Les supporters entrent, la tribune tremble, celle-ci repose sur des cales en bois, pour vous dire à quel point au niveau sécurité, les dirigeants bastiais on n'avait rien à faire. Le speaker annonce l'ordre de ne pas taper des pieds sur la tribune, notamment sur la partie métallique. Immense fracas quelques minutes plus tard lorsque TF1 prend l'antenne pour diffuser le match. La tribune s'est écroulée, la catastrophe de Furani a fait 18 morts et plus de 2300 blessés. En hommage donc à ce drame, il est décidé conjointement de ne pas disputer de finale cette année. Une autre finale maintenant en 1996, la fin d'une épopée, celle de Nîmes, évoluant alors en Division 3, qui a sorti sur son passage Saint-Etienne, Strasbourg puis Montpellier en demi-finale. En finale au Parc des Princes, les coéquipiers du jeune Cyril Jeunechamp perdent contre l'AJ Auxerre de Giroud, emmené par Lilian Lasland ou Laurent Blanc, tous les deux buteurs, et réalisant le doublé
Coupe Championnat. Et maintenant une belle histoire pour une autre finale, celle de 2000, une histoire qu'on aime dans la Coupe de France, une histoire de vrai petit poussé. Certainement la plus belle histoire de cette Coupe de France, c'est l'épopée de Calais, donc en 2000, une équipe de CFA, 4e échelon français, et ce n'était jamais arrivé qu'une équipe de ce niveau n'atteigne la finale, une équipe coachée par Ladislas Lozano. On voit un énorme contraste donc de moyens par rapport aux professionnels avec le terrain d'entraînement annexe qui est seulement composé de terre et de morceaux de cailloux, on dirait. Et ces joueurs ont également un travail à côté, contrairement aux professionnels, ce qui leur demande beaucoup de temps et d'énergie. Les Calaisiens se hissent en 32e de finale et reçoivent le LOSC, premier de 2e division, sans leur coach Vahid Alilodzic. Menés 1-0, les Calaisiens sont solidaires et égalisent et se sauvent d'une nouvelle défaite face aux Dogs au tir au but. À ce moment-là, selon Ladislas Lozano, une équipe est née. En 8e de finale, après avoir éliminé au tour précédent Langon-Casté, une division en dessous, les Calaisiens tombent sur la route de Cannes, club également de 2e division, l'ancien club de Zinedine Zidane pour les connaisseurs. Les coéquipiers du titre mettent en place une tactique particulière à l'époque, de jouer bloc haut et d'avoir un pressing plutôt constant. Le stade de Calais n'était pas non plus homologué pour recevoir des équipes de 2e division à l'époque, et donc le match s'est déroulé à Boulogne-sur-Mer. D'abord mené, Christophe Augard d'une tête plongeante égalise 1-0 pour les Calaisiens. Les Calaisiens s'imposeront de nouveau au tir au but grâce à un grand Cédric Schill, le portier de l'équipe nordiste. Les Calaisiens sont lancés et peuvent continuer leur parcours avec pour objectif une place dans le carré final, mais pour cela il faut battre Strasbourg en quart à Bollaert. Cela paraît mal parti pour les Calaisiens qui concèdent dès la 6e minute un but inscrit par l'ancien joueur de Nice, Olivier Chouafny. Faute de main de Debesse, Calais égalise quelques minutes avant la mi-temps avec Michael Gérard, puis prend les devants à la 46e minute après une nouvelle bourde de Debesse, 2-1, score final. Calais est en demi et doit donc faire face à un ogre, les champions de France en titre, des Girondins de Bordeaux. Entre-temps, des amateurs se transforment en professionnels avec des mises au vert, l'omniprésence de la presse qui suit l'exploit du petit poussé calaisien. Face à Bordeaux, il faut mettre toutes les chances de leur côté, les Calaisiens bougent, les Bordelais provocateurs hors du jeu et mettent une grande intensité. Cédric Schill réalise un superbe match dans son but, 0-0. Prolongation. L'exploit arrive donc d'une superbe frappe de Cédric Jeannot à l'extérieur de la surface, 1-0, mais Bordeaux égalise un but partout. C'est sans compter sur la rage de vaincre des Calaisiens. Mathieu Millien surgit sur une erreur bordelaise. Calais tient et se qualifie miraculeusement pour la finale. Au Stade de France, nouveau temple de la finale depuis sa création pour la Coupe du Monde 1998, après le 3e but de Michael Gérard. C'est une affiche de rêve contre Nantes au programme pour les nordistes qui se sont préparés à Clairefontaine. La tâche est compliquée, mais Jérôme Duthitre ouvre le score. Les Calaisiens touchent leur rêve du bout des doigts, mais se tiennent alors un peu moins au plan de jeu de base au retour des vestiaires, n'ayant peut-être pas l'habitude de mener au score. Sibierski égalise pour Nantes, les Calaisiens qui se sont toujours montrés valeureux concèdent un pénalty en fin de match après une faute de Cédric Baron. Sibierski le transforme, Calais ne reviendra jamais et s'incline d'un but seulement en finale. Score final 2-1, et de là émerge une belle histoire et une belle image, celle du capitaine calaisien Réginald Beck et du capitaine nantais Michael Landreau. Soulevant ensemble la Coupe de France, c'est ce qui montre la particularité de cette compétition, l'amateurisme avec le professionnel, tous les deux vainqueurs de la compétition que l'on aime. Cette épopée émerge donc en 2008 sur la création du Stade de l'Épopée, 8 ans après l'épopée, peut-être un petit peu tard, c'est ce que regrettent les dirigeants calaisiens, puisque il n'y avait plus de club haut niveau pour remplir ce stade. En effet, le CRUFS disparaît en 2017 suite à une décision judiciaire. Le club était en faillite et le club n'a pas su bonifier donc son exploit en Coupe de France. En 2003, Ladislas Lozano, lui, rejoint le Stade de Reims et fait remonter le club en Ligue 2. Une autre belle histoire d'amateur en 2012, celle de Quevilly, club de national, comme en 2010, qui atteint les demi-finales, mais cette fois-ci, ils ont mieux fait. Les joueurs de Régis Brouard, ancien joueur professionnel et actuel entraîneur du SC Bastia,
et élimine le SCO d'Angers en 16e, alors en Ligue 2. En quart, il réalise l'exploit d'éliminer en prolongation l'Olympique de Marseille 3-2 avant de rééditer l'exploit dans les dernières minutes du temps additionnel à Dornano face à Rennes en demi-finale, 2-1. En finale, les coéquipiers d'Anthony Lope doivent affronter l'Olympique né dominateur et posant les bases dès la demi-heure de jeu grâce à Lisandro Lopez qui ouvre le score. L'US Quevilly fait ce qu'il peut mais ne reviendra pas au score. Bogrard, le capitaine des jaunes, ira quand même, comme Réginald de Beck en 2000, soulever la coupe avec le capitaine vainqueur. Ici, c'est Chris qui lui en a donné la possibilité. Aujourd'hui, le QRM sous son nouveau nom donc évolue en Ligue 2 et ce parcours a permis de mettre en lumière des joueurs comme Pierrick Capel aujourd'hui au SCO d'Angers depuis 2015. En 2018, un autre club de National rejoint la finale, c'est le club vendéen des Herbiers qui sort Auxerre en 8e de finale puis lance en quart de finale tous deux au tir au but avec un immense Mathieu Pichot. Les Rouges et Noirs éliminent ensuite en demi l'autre club de National de Chambly et fait face au PSG en finale. Les amateurs auraient pu y croire mais n'ont rien pu faire face à l'armada parisienne, défaite de but à 0 avec des buts de Giovanni Lo Celso et d'Edinson Cavani, meilleur buteur du PSG. Comme la coutume le veut, le capitaine professionnel Thiago Silva et le capitaine amateur Sébastien Flochon soulèvent ensemble la coupe, perpétuant cette image du petit poussé pouvant atteindre les sommets, même si bon, on n'a toujours pas vu de club amateur soulever le trophée depuis la création du statut professionnel. Cependant, le PSG a été battu par un Rennes valeureux au grand cœur l'année suivante au tir au but. Et on finit maintenant avec la dernière finale de la Coupe de France, la finale entre l'OGC Nice et le FC Nantes. Nantes qui a remporté sa 4e Coupe de France dans un stade de France en fusion avec le retour des supporters depuis le Covid. Et on a vu une telle ambiance et un superbe match d'abord dominé par les Niçois pendant les 20 premières minutes avant que Nantes prenne le dessus et bonifie son avantage au retour des vestiaires après un penalty tiré par Ludovic Blas et transformé 1-0. L'OGC Nice ne parviendra pas à refaire son retard et le FC Nantes s'est imposé donc pour la 4e fois dans cette compétition avec Nicolas Pallois qui a disputé la demi-finale de la Coupe de France en 2010 avec Quevilly. Et voilà les champions et les championnes, c'est fini pour cette histoire des finales de la Coupe de France. Merci de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, dites-moi dans les commentaires quel est votre souvenir préféré de finale de Coupe de France. Et dites-moi également si vous avez pu trouver dans le décor derrière moi le maillot de votre club favori ou l'écharpe ou ce que vous voulez. Merci de m'avoir suivi, bonne journée à tous et n'oubliez pas, suivre le sport c'est bien, le vivre c'est mieux. Ciao ciao.